Les négociations de nombreux accords de libre-échange, tels que le CETA, le TAFTA ou encore le TISA, ont rencontré ces dernières années une opposition grandissante dans l'opinion publique. Entre autres, en raison des conséquences de ces accords sur le climat, jugées néfastes. Ces craintes sont-elles justifiées ? Le libre-échange est-il réellement nocif pour le climat ? Et si oui, pourquoi ? Avant de répondre à ces questions, rappelons déjà ce qu'est le libre-échange, et voyons les interrogations qu'il suscite d'une façon générale. Puis, on s'intéressera plus en détail à ses effets concrets sur le climat. Enfin, on ira un peu plus loin en parlant des propositions existantes pour réduire les effets négatifs du libre-échange sur le climat, mais aussi des obstacles qu'elle rencontre. Le libre-échange est une politique commerciale, qui consiste à réduire ou supprimer les obstacles aux échanges de marchandises et de services. Il existe deux types d'obstacles aux échanges. Les barrières tarifaires, ce sont les taxes et les droits de douane. Les barrières non tarifaires, ce sont les quotas aux importations, les normes et réglementations, et indirectement les subventions. À noter qu'au sens large, le libre-échange s'applique également à l'argent, c'est-à-dire aux capitaux et aux investissements. Le libre-échange est mis en place par les pays qui le souhaitent en signant entre eux des accords commerciaux. Depuis les années 50, des milliers d'accords de libre-échange ont été signés à travers le monde, tels que le GATT, le TCE, l'ALENA, le CETA, et beaucoup d'autres sont en préparation. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a pour rôle de promouvoir le libre-échange. Elle est à l'origine d'une grande partie des accords commerciaux et veille à leur application. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, il existe un consensus fort en faveur du libre-échange. Une grande majorité des économistes estiment en effet qu'il est bénéfique pour la société. Il stimulerait la croissance économique, il ferait baisser les prix et donc augmenterait le pouvoir d'achat et le niveau de vie des populations, il créerait des emplois, il renforcerait la disponibilité des produits et des ressources dans tous les pays, il renforcerait les relations entre les États, il serait neutre pour l'environnement. C'est pour cette raison, parce qu'on n'y voyait que des avantages, que depuis les années 50, l'application du libre-échange s'est généralisée dans le monde entier, contribuant fortement à la mondialisation qu'on connaît. Cependant, ce consensus, encore solide il y a quelques années, tend aujourd'hui à être remis en question. Premièrement, les bienfaits qu'on lui prête ne se vérifieraient pas toujours dans la réalité. Il ne serait pas systématiquement moteur de croissance, il ferait converger les salaires vers le bas, réduisant son impact positif sur le pouvoir d'achat, il pourrait accroître le chômage au lieu de le réduire. Deuxièmement, on lui découvre aussi des inconvénients. Il creuserait les inégalités en ne profitant qu'aux plus riches et aux pays développés, il nivellerait la qualité des produits vers le bas, il pourrait entrer en conflit avec des politiques de santé et affaiblir certains services publics. Enfin, il serait néfaste pour l'environnement, et notamment le climat. C'est justement ce dernier point auquel on va s'intéresser de plus près. Quelles sont les conséquences du libre-échange sur le climat les plus communément admises ? Premièrement, une hausse des émissions de gaz à effet de serre due au transport de marchandises. Logiquement, qui dit plus d'échanges de marchandises, dit plus de transport. Mais que représente le transport de marchandises dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre ? Dans les années 2000, la part du transport international de marchandises dans les émissions était évaluée entre 2 et 3%. On pourrait penser que ce chiffre est faible et peu alarmant. Mais d'une part, réduire nos émissions est devenu urgent et chaque source d'émissions est problématique, même les plus faibles. D'autre part, si on poursuit la libéralisation des échanges, ce chiffre de 2% est voué à augmenter fortement. En effet, on estime que le volume des marchandises transportées au niveau mondial va être multiplié par 3 entre 2000 et 2050. Deuxièmement, une hausse des émissions due à la production de marchandises. Même si le lien entre libre-échange et croissance économique fait parfois débat, la majorité des études récentes estiment que l'ouverture du commerce ces dernières décennies a globalement entraîné de la croissance. Donc une augmentation de la production de marchandises. Or, produire des marchandises, ça pollue. Grâce au libre-échange, on a à notre disposition plus de biens, moins chers. Donc on consomme plus. Les usines fabriquent plus, et donc mécaniquement émettent plus de gaz à effet de serre. Troisièmement, des freins à la lutte contre le changement climatique. Là, ça se complique un petit peu. L'application du libre-échange rentre parfois en conflit avec des politiques de lutte contre le changement climatique. En gros, dans certains cas, il faut choisir entre libre-échange et climat. Pourquoi ? Le libre-échange, concrètement, ce sont des règles. Lorsqu'un pays signe un traité de libre-échange, il s'engage à respecter des règles. Des principes qui disent qu'il ne doit pas faire obstacle aux échanges de marchandises, pas faire obstacle aux investissements étrangers, etc., etc. Le problème, c'est que pour protéger le climat, on a parfois besoin justement d'encadrer certains échanges de marchandises, de limiter certains investissements. Mais ça veut dire enfreindre les règles. Et on ne peut pas, puisqu'on a signé des traités qui nous obligent à les respecter. Par exemple, le principe de non-discrimination,
qui est un pilier de tous les traités de libre-échange, s'oppose à ce qu'un État favorise la production locale par rapport à la production étrangère. Pourtant, pour diminuer notre empreinte carbone, on insiste souvent sur la nécessité d'acheter local, de produire local. Mais si une mesure est mise en place pour favoriser des produits locaux par rapport aux produits importés, elle fait entorse au principe de non-discrimination. Cette règle, certes nécessaire pour éviter le protectionnisme, a donc un effet secondaire. Elle nous empêche de réduire notre empreinte carbone. Autre exemple, le principe de protection des investissements. Ce principe stipule qu'un État ne doit pas contrarier les attentes légitimes des investisseurs. Pourquoi cette règle ? Pour éviter que des entreprises investissent dans un pays et perdent tout leur argent à la suite de changements de politique brutaux et imprévisibles. Le problème, c'est que ce principe peut s'opposer, par exemple, aux mesures de limitation des énergies fossiles. Explication. Pour réduire nos émissions, on sait qu'il nous faut réduire l'extraction de charbon, de gaz et de pétrole. Mais si un État décide de ne pas renouveler le permis d'extraction d'une entreprise gazière ou pétrolière, celle-ci risque de lui reprocher de faire entorse à la protection des investissements. Si l'entreprise pensait voir son permis d'exploitation renouvelé et que cette attente est jugée légitime, l'État n'a pas le droit de le lui retirer. Autre règle problématique. La majorité des traités prévoit que les litiges entre entreprises et États soient arbitrés par des tribunaux privés. Ce mode de règlement des litiges, très controversé, est appelé ISDS. À la base, il s'agissait d'éviter que les tribunaux nationaux ne favorisent exagérément les intérêts de leur pays. Mais, selon certaines ONG, ce serait désormais l'inverse qui se produit. L'ISDS favoriserait les entreprises, et ce régulièrement au détriment de politiques nationales d'intérêt public. Les indemnités réclamées aux États pouvant atteindre des montants exorbitants, jusqu'à plusieurs milliards de dollars, cela n'encourage pas les pays à prendre des risques. Donc, grâce à ces règles, certaines entreprises peuvent porter plainte contre des États, en vertu des accords de libre-échange, quand des politiques environnementales et climatiques contrarient leurs intérêts. Résultat, des politiques qui réduiraient nos émissions de gaz à effet de serre sont bloquées. Par exemple, en 2016, suite à des plaintes étrangères, l'OMC a jugé que l'ambitieux dispositif de soutien à l'énergie solaire locale mis en place par l'Inde était non conforme aux règles du commerce international. Elle a estimé qu'il était trop favorable aux entreprises indiennes, au détriment des entreprises étrangères, et donc contraire au principe de non-discrimination. En effet, ce dispositif imposait aux compagnies d'électricité, pour pouvoir bénéficier de subventions, d'utiliser des panneaux solaires fabriqués en Inde. L'Inde a été contrainte à abandonner ce dispositif. Autre exemple. En 2009, Vattenfall, entreprise suédoise de production et distribution d'électricité, a entamé une procédure contre l'Allemagne. L'État allemand exigeait qu'une centrale à charbon appartenant à Vattenfall se plie à certaines réglementations environnementales. Jugeant que cette injonction faisait entorse au traité de la Charte de l'énergie, l'entreprise a réclamé à l'Allemagne 1,4 milliard d'euros d'indemnité pour le préjudice financier subi. En 2011, l'Allemagne, pour éviter de payer, a accepté de réduire ses exigences. Tout cela fait dire aux opposants au traité que nos politiques commerciales de libre-échange favorisent l'intérêt des multinationales au détriment de l'intérêt public. Récapitulons. Hausse des émissions des transports et de la production, frein à certaines politiques climatiques. Voilà donc les principaux effets du libre-échange sur le climat. On peut également citer les risques de déplacement des industries vers les pays aux législations environnementales les plus faibles et les risques de dumping environnemental associés. Certes, des effets positifs sur le climat sont parfois évoqués par les défenseurs du libre-échange. Par exemple, il favoriserait l'innovation, le transfert de technologies ou la circulation des biens et services environnementaux. Mais ces effets sont soit mineurs, soit très contestés, soit contredits par des études empiriques. Aujourd'hui, on peut donc affirmer que l'impact net du libre-échange sur le climat est négatif. Comme le déclare Nicolas Hulot à propos du CETA, cet accord va à contresens de nos engagements internationaux visant à limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Des propositions nombreuses et variées, plus ou moins radicales, ont été émises pour combattre les effets négatifs du libre-échange sur le climat. Limiter le commerce international, pour stabiliser ou réduire le volume des échanges. Par exemple en favorisant la production locale ou en rétablissant certaines taxes et quotas aux frontières. Taxer le carbone, c'est-à-dire taxer les produits en fonction de leur empreinte carbone, pour inciter l'émergence de pratiques moins carbonées et donc notamment réduire les émissions liées au transport. Une autre façon de taxer le carbone est de créer un marché du carbone. Cette option a déjà été testée dans le cadre du protocole de Kyoto avec des résultats très mitigés. Aménager les règles du libre-échange, notamment limiter la protection des investissements et supprimer les tribunaux d'arbitrage. Renforcer les clauses de protection de l'environnement présentes dans les traités. Y instaurer le principe de précaution, des limitations à l'extraction des carburants fossiles et surtout le principe du veto climatique qui protégerait explicitement de procédures juridiques toute politique de réduction des émissions.
Intégrer de vrais engagements climatiques dans les accords commerciaux. Appliquer la transparence à toutes les négociations liées au traité. Y intégrer à part égale entreprises, ONG, syndicats et associations de consommateurs. Pour finir, rendre le transport de marchandises moins émetteur de CO2. Voilà, dans les grandes lignes, les propositions émises pour atténuer l'impact du libre-échange sur le climat. Mais parmi ces propositions, celle qui implique une limitation du libre-échange se heurte à des obstacles importants. L'idée de limiter le libre-échange a beaucoup d'ennemis. Parmi ces obstacles, on peut recenser la résistance des multinationales. Les grandes compagnies sont favorables au libre-échange et elles disposent de moyens de pression considérables pour l'imposer. L'ouverture du commerce leur permet d'accroître leur domination, là où les barrières commerciales renforcent les acteurs locaux. À noter, les multinationales les plus attachées au traité sont les plus polluantes. Logique, comme on l'a vu, ces traités leur permettent d'attaquer certaines politiques environnementales qui menacent leurs activités. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie et ancien économiste en chef de la Banque mondiale, déclarait au sujet du TAFTA. Pour quelqu'un comme moi qui a observé de près les négociations commerciales pendant plus de 25 ans, il est évident que les négociateurs américains ont largement obtenu ce qu'ils voulaient. Mais que voulaient-ils ? En fait, leurs objectifs leur étaient dictés en coulisses par de grandes sociétés multinationales, à leur propre profit, au détriment des citoyens et travailleurs ordinaires. Le rôle de l'OMC. L'OMC se donnant pour mission d'assurer l'ouverture du commerce dans l'intérêt de tous, elle est évidemment plutôt opposée à une limitation du libre-échange. Certains réclament la création d'une organisation mondiale consacrée au climat pour rééquilibrer la balance. D'autres souhaiteraient que le rôle et les objectifs de l'OMC soient redéfinis en compatibilité avec la lutte contre les changements climatiques. Des freins idéologiques, notamment néolibéraux, crainte d'une restriction des libertés, hostilité à l'intervention de l'État et aux réglementations, foi affirmée en l'économie de marché. Autre obstacle, l'orthodoxie économique. Le dogme d'un libre-échange forcément bénéfique à la société est encore dominant, tout comme le dogme de la croissance économique. En conclusion, peut-on dire que le libre-échange est bénéfique pour la société ? À cette question, depuis la fin des années 40, nous avons répondu oui. Nous n'avons donc cessé de libéraliser les échanges internationaux. Mais les bases sur lesquelles reposait cette affirmation sont aujourd'hui remises en question, notamment l'hypothèse d'un impact neutre sur le climat. Le fait que le libre-échange puisse avoir des effets très positifs n'est pas contesté, mais de nombreux économistes affirment qu'il peut aussi être préjudiciable. À la question « Le libre-échange est-il bénéfique pour la société ?», une autre réponse émerge donc. Il l'est, mais pas dans toutes les situations et à condition qu'on lui pose des limites, sinon il peut devenir nocif. Où faut-il donc placer le curseur ? Entre un protectionnisme fort dont le rejet fait quasiment l'unanimité et un libre-échange radical aux effets délétères. Quelles limites faut-il poser au développement du libre-échange ? Notamment, quelles restrictions faut-il faire au libre-échange pour mettre en conformité nos politiques commerciales avec l'impératif de la lutte contre le changement climatique ? Enfin, comment lever les obstacles qui nous empêchent d'opérer ces changements nécessaires ? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui.